les sociétés financières non bancaires, là, qui se mettaient maintenant à revendre les biens. Et à les revendre à des prix qui n'étaient pas forcément les prix initiaux, ou bien les vraies valeurs, les valeurs vénales de ces biens-là. Donc, ils faisaient n'importe quoi pour au moins garantir qu'ils vont pouvoir rembourser, payer des dividendes à tous ceux qui ont acheté les titres chez eux. Donc, ça a créé donc une crise financière dans un premier, une crise immobilière dans un premier temps, et ensuite une crise financière dans le sens où, quand ils ont commencé à réaliser les biens, là, à réaliser les prêts, à revendre les biens immobiliers, les détenteurs des titres là, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique et tout ça, ils ont commencé à se dire, mais merde, il y a un problème qui se passe. Donc, ils ont commencé à se débarrasser de ces titres. Voilà. Ils commençaient à dire, moi, je veux mon argent, votre système-là ne marche pas bien, rendez-moi mon argent, rendez-moi mon liquide. Et même, les gens, les banques qui avaient investi, parce qu'il y avait des banques aussi, des banques traditionnelles qui avaient investi dans ce système, avec l'épargne des ménages. Et quand les banques là, mais les ménages se sont rendus compte de la supercherie, eux aussi, les ménages aussi, commençaient à vouloir récupérer leur épargne. Et c'est là où il y a eu tout le schmilblick, c'est-à-dire que les gens voulaient récupérer leur épargne, les investisseurs aussi voulaient récupérer leurs investissements, mais la valeur des biens immobiliers chutait. Donc, même si on revendait les biens, on n'arrivait pas à payer les investisseurs, à payer les ménages dont l'épargne a été investie dans ces biens. Donc, le pays s'est retrouvé avec beaucoup de maisons saisies, qui devaient être revendues, qui étaient là, mais qui ne pouvaient pas être revendues parce que le prix était trop bas. Si on les revendait à perte et on ne pouvait pas payer les investisseurs qui ont investi dans les titres de créance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'État a dû intervenir pour pouvoir sauver les banques et les sociétés bancaires non bancaires, les sociétés financières non bancaires. Donc, l'État a dû venir renflouer les caisses de ces banques-là pour qu'ils puissent rembourser certains investisseurs, certains ménages dont l'épargne a été investie dans ce montage frauduleux, enfin, ce montage très risqué. Donc, l'État a dû assurer, sauver beaucoup d'établissements financiers comme ça. Et c'est comme ça que cette crise est née, et c'est comme ça que des banques, en France ont été impactées, des banques en Chine ont été impactées, des banques en Afrique ont été impactées. C'est parce que les sociétés, surtout les sociétés financières non bancaires, les sociétés intermédiaires là, titrisaient ces créances qui étaient des créances très risquées et les vendaient à droite à gauche. Voilà. Et donc, c'est ce problème-là qui a, en fait, c'est le concours de tous ces facteurs qui a créé la crise des subprimes. Donc, tous les biens qui ont été saisis n'ont pas tous été revendus. Ça, c'est vrai. Beaucoup étaient restés comme ça. On ne pouvait pas les revendre parce que les prix n'étaient pas assez importants. Mais il faut savoir que ce qui s'est passé, le plus important, c'est quand même que c'est l'État qui a dû venir sauver les banques de leurs bêtises qu'ils avaient fait en créant cette bulle artificielle. Voilà. C'est-à-dire que les titres qui étaient revendus ne suivaient aucune règle. D'accord? On revendait des titres à n'importe qui en disant oui, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est assuré, c'est garanti par un bien immobilier. Sauf qu'on a oublié que quand les problèmes vont se poser et que beaucoup de biens immobiliers vont se retrouver sur le marché et que la demande, l'offre est supérieure à la demande, ces biens immobiliers ne vaudraient plus rien du tout. Et donc que les titres dont ils sont les garanties ne vaudraient plus rien non plus. Voilà ce qui a causé donc cette crise. En résumé, en vraiment condensé, ce qui a causé cette crise et toutes les ramifications, toutes les retombées que ça a eu. Ça a ralenti l'économie américaine, bien sûr. Tous les ménages qui étaient mis à la porte, beaucoup de ménages ont perdu leur maison. Ça, on a constaté une augmentation fulgurante du taux de chômage, plus de 10%.
Ensuite, pour pouvoir maîtriser le marché, la Fed était obligée de réaugmenter les taux. Alors, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'il faut augmenter de temps, il faut baisser de temps. Il y a une question sur, je crois que la personne ne nous a pas suivi le début, sur le taux directeur. Demande pourquoi la Fed a augmenté le taux directeur. Oui, parce qu'il y avait eu une bulle spéculative Il y avait l'inflation et une bulle spéculative qui s'était créée auparavant. Et pour maîtriser justement l'inflation et cette bulle-là, il était obligé, c'est-à-dire que l'argent circulait trop facilement. Donc, pour éviter que l'argent ne circule trop facilement, on va augmenter le prix de l'argent. Le prix de l'argent, c'est donc le taux directeur. C'est le taux directeur, le taux d'intérêt directeur. On va augmenter le prix de l'argent pour que les gens ne puissent plus acheter, prendre des crédits facilement. On augmente cela. Et ça va ralentir. Mais sauf que quand on augmente cela, on pénalise aussi les personnes qui ont pris des prêts à taux d'intérêt variable. C'est-à-dire que le taux de remboursement, enfin, leur remboursement aussi va augmenter. Ça les pénalise. Donc, ils sont obligés. Ce qu'il y a, c'est que, écoutez, on a voulu ralentir la bulle spéculative, mais en même temps, en faisant cela, la Fed a pénalisé les ménages qui avaient pris des crédits à taux d'intérêt variable. Voilà. Il y a toute une, compilation de problèmes qui se sont entassés dans cette crise-là. Et je pense que c'est très intéressant d'aller réétudier cette crise et de voir quelles sont les incidences, les conséquences. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est au même moment qu'il y a eu... Oui, je finis et puis je te laisse passer. Pardon, Africa, je me suis un peu étalé. Mais en fait, voilà, c'est au même moment qu'on a eu aussi ce problème de Ponzi. Comment il s'appelle le vieux là qui a été arrêté là, qui avait Bernard Madoff. Madoff, qui avait exposé l'argent des gens qui investissaient chez lui, beaucoup à cette titrisation. De Ponzi. Voilà, et qui lui profitait même de ça pour alimenter une pyramide de Ponzi, en disant oui, mais ces titres, ils rapportent beaucoup, hein. Vous savez, quand on saisit une maison, qu'on revend, mais vous savez, normalement, la personne, il lui reste que 150 à payer, mais nous, quand nous prenons la maison, que nous la revendons, nous la revendons à 200. Donc, nous faisons un intérêt nécessairement, et donc, voilà, ces titres sont intéressants, quoi. Ça rapporte ces titres, en fait, parce qu'il comptait sur le fait que les titres étaient garantis par une hypothèque. Il n'avait jamais pensé que même un bien immobilier pouvait perdre de la valeur à ce point-là. Donc, il se disait, ah oui, non, mais ça, c'est du nickel. Les titres là, c'est des titres, ouais, c'est parfait, ça va jamais dévaluer et tout. Sauf que c'est ce qui s'est passé. Les maisons ont dévalué et quand ils ont réalisé les sûretés, ils ont mis en action les garanties, ils ne pouvaient pas payer les titres, ils ne pouvaient même pas rentrer dans la valeur de ces titres qu'ils avaient vendus initialement. Du coup, ils faisaient énormément de pertes. Des banques comme Lehman Brothers, qui étaient vraiment exposées totalement, ont fermé parce que même les titres qu'ils revendaient ne rentraient pas. Il y a eu plein de titres qui étaient là, des titres toxiques, des choses qui n'avaient pas jamais été vendues. Bref, il y a eu un sauvetage massif du système bancaire aux États-Unis, mais il faut savoir qu'ensuite de ce sauvetage massif, il y a eu une vraie régulation, notamment des sociétés financières bancaires, c'est-à-dire les sociétés intermédiaires là, qui faisaient de la spéculation, qui n'étaient pas obligées d'avoir beaucoup de fonds propres avant de commencer à spéculer sur le marché, parce que il y a eu beaucoup de régulation en fait pour limiter ce genre de prise de risque, ce genre de spéculation. Voilà, Africa, je te laisse terminer. Je suis désolé. Merci. Non, t'inquiète, hein, je t'ai un peu distrait aussi en parlant. Et en fait, tu as pratiquement tout dit. Je tiens à rappeler que cette crise immobilière qui s'est transformée en crise financière, pour nous qui ne comprenons pas grand-chose, c'est comme chez nous aussi au pays, hein, quand tu vas pour emprunter, tu mets quelque chose en garantie. Souvent, c'est un terrain, c'est une maison, c'est un bien. Et sauf que avec
avec la crise immobilière qui s'est déclenchée, des gens, en venant emprunter, ne mettaient même rien en garantie. Et lorsque, je peux dire, l'embellie économique de 2000 avec la bulle Internet s'est arrêtée et surtout l'attaque des tours, ça a amené les banques à vouloir comment dirais-je, avoir une certaine assurance. C'est là où on a commencé à prendre les maisons en termes de... La titrisation, en fait, est venue parce que quelque part, c'est ce que écrivait monsieur le maître Agba en bas, la titrisation est venue parce que quelque part, on a eu les agences de notation qui ont en fait confirmé et justifié comment dirais-je, ces titres-là. Ces titres de créance. C'est très important de le dire. Voilà, c'est ça. Il y avait aussi la faute de ces agences, pardon de te couper, il y a la faute de ces agences de notation qui, malgré tous les risques qui étaient pris, notaient super bien ces genres de titres en disant oui, c'est des titres qui rapportent vraiment, vous pouvez y investir et tout. Et franchement, voilà, il y a eu aussi la régulation de toutes ces agences de notation aussi. Hein. Donc, c'est aussi leur faute, effectivement. Vas-y, je t'en prie, continue. Ouais, donc, en fait, si ces agences-là n'avaient pas, en fait, donné leur quitus où tout était faux, mais ils notaient triple A et certains titres, ça n'allait pas être aujourd'hui, et ça n'allait pas être hier mondial. C'est parce que ces agences ont fait d'une manière du faux que, par exemple, nous avons la BNP Paribas qui allait prendre ces titres, nous avons comment dirais-je, la banque anglaise AIG qui allait prendre des titres, nous avons toutes les banques sont allées parce que ces banques sont à la recherche d'intérêt, donc elles sont allées se chercher là. Le truc qui a le plus fait mal, parce que quand on parle de la crise de 2008, il y a une banque qui revient toujours, les Lehman Brothers. Ce sont ceux-là qui ont détenu en fait plus d'actifs et plus de titres possibles. Et ici, quelqu'un posait la question, pourquoi les taux directeurs? Pourquoi est-ce qu'on a joué sur les taux directeurs? À tout moment, en fait, les banques centrales jouent sur les taux directeurs, soit pour relancer une économie, soit pour ralentir, en fait, une inflation. C'est très important de le savoir. Et au moment où ces choses-là se passaient, on avait dit que on empruntait pratiquement même à taux zéro. Il y avait, en fait, c'était, tu peux te lever aujourd'hui, un SDF, tu vas dans une banque, on t'emprunte de l'argent. Sans forcément, sans garantie, rien du tout. Donc, il n'empruntait pas, attends, Africa, attends, il ne faut pas faire d'erreur. Non, oui. Il n'empruntait pas à taux zéro. Il pouvait emprunter à taux variable. Non, quand je dis à taux zéro, c'est une manière de parler. C'est-à-dire que tu n'as pas grand-chose à apporter. Pas dire des bêtises, en fait, c'est surtout qu'on ne pouvait... Non, je pense que... Voilà, c'est ça. Quelqu'un dit bêtises, je n'ai pas entendu. Quelqu'un dit voilà, bêtises, je n'ai pas entendu. Le taux zéro est différent de l'apport. Attends. En fait, c'est que... Mais je pense que personne n'a dit bêtises. Ce que tu veux dire, c'est pas ce que tu veux dire, c'est pas qu'on empruntait à taux zéro, mais on empruntait sans forcément avoir un coussin financier. Il y avait une facilité d'emprunter, quoi. C'est tout, hein. Voilà. Voilà. Ouais, c'est là où je parle de sans apport. C'est-à-dire voilà, sans apport. Mais pas à taux zéro. Voilà. Non, mais ta langue a peut-être fauché, tu avais dit taux zéro, mais non, c'est pas emprunté à taux zéro. Vas-y. En fait, un SDF peut se lever, il va dans une banque, il emprunte de l'argent, on ne sait pas comment il va payer, mais quand même il a emprunté. Et c'est comme cela que les choses ont continué. Et il faut, à un moment donné, qu'on tape sur le point sur la table, c'est là où, en fait, la Fed a relevé, en fait, son taux directeur. En relevant son taux directeur, ça a amené, en fait, ce qu'on appelait une contraction du marché financier, et automatiquement ces marchés financiers et les banques ont voulu se débarrasser de tout ce qu'ils avaient. Et c'est ça qui a
qui a généré, parce qu'en voulant se débarrasser, d'autres ont racheté ces prêts-là. Et quand on rachète un prêt, par exemple, quand je rachète un prêt de monsieur X, je dois vouloir en fait prendre mon argent, je vais chez lui, il n'est pas solvable, je prends le bien qu'il a mis en garantie. C'est comme cela que on parle de les biens, la plupart des biens que les gens ont mis en garantie, ce sont leurs biens immobiliers. C'est pourquoi on parle de crise immobilière. De cette crise immobilière, vu qu'on a pris les biens de ces personnes, mais on n'a pas pris l'argent, ces titres-là ont toujours continué à faire leurs courses dans le monde entier. Des banques étrangères s'en sont accaparées et on a eu, que ce soit en Europe, comme je l'avais dit, la BNP, l'AIG et d'autres banques suisses et autres, on a eu ces banques-là qui étaient en difficulté. Et nous tous, nous savons que la base de la monnaie, le soubassement, c'était le dollar. Il fallait que les États-Unis réagissent. Ils ont réagi. Et ça a encore accentué le truc. Et on est revenu alors à ce que les banques maintenant réinjectent de l'argent et restructurent en fait leur marché. Parce que n'oublions pas qu'avant 2008, la seule fois où en fait il y a eu une contraction en fait de la croissance économique, c'est pendant la deuxième guerre, la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale. Ben avant cela, ouais, on peut remonter en fait à 1929 avec le jeudi noir que les gens connaissent, mais avant cela, on n'a pas connu cette histoire-là. Et il fallait maintenant mettre des garde-fous au niveau des banques, et 1929, merci, au niveau des banques et au niveau maintenant des places boursières. Voilà ce que je peux rajouter. N'oublions surtout pas que cette crise immobilière, puis financière, a eu des conséquences dommageables. D'abord, dans le monde politique, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces présidents qui ont pris le pouvoir entre 2007, 2008, 2009, pour la plupart, n'ont fait qu'un seul mandat. Parce que c'était une crise pas possible. On peut dire qu'en Afrique, nous ne l'avons pas ressenti comme eux l'ont ressenti, mais nous l'avons ressenti quand même, parce que n'oublions pas que notre monnaie est adossée à l'euro. On peut citer Sarkozy, on peut citer plein dans le monde. Et je vais finir juste en disant que ce qui est le plus important, c'est le chômage que le monde a connu. On a des gens qui se sont hyper enrichis parce que, oui, Madoff n'a été que, en fait, la face émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup qui sont restés dans l'ombre et qui s'en sont enrichis. Ce qui a fait qu'il y a eu, du jour au lendemain, des gens qui sont devenus de vrais multimilliardaires pendant que des gens se sont appauvris, des gens se sont suicidés. Voilà, je termine peut-être avec la prise de parole des autres. Je pourrais rebondir. Merci. Je voudrais rajouter aussi, il faut savoir qu'à l'époque aussi, il y avait la dette africaine qui a augmenté, hein, qui est passée de 35% à 40%. Donc voilà, c'est à cause de cette crise-là aussi, voilà, qu'il y a eu un effet. Déjà, le chômage est déjà à l'époque énormément, donc n'en parlons même pas, quoi. Avec des crises comme ça, voilà, ça nous ferait qu'augmenter encore des chômages et des chômages. Donc, en gros, voilà, il y a là les gens qui voudraient rajouter un truc qui demandaient la parole. Oui, j'ai un peu farfouillé, hein, faut l'avouer. Pendant que, en 2008, là, pendant qu'il y avait cette crise immobilière, là, il y a eu aussi la flambée des prix due à cette crise immobilière qui a fait que, en 2008, il y a eu un cercle vicieux qui s'est mis en place pour faire des placements anti-inflation. Et c'est là où ils ont joué avec le pétrole. Et après la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, c'était, je crois, en septembre, il y a cette logique-là anti-inflationniste qui s'est inversée.
Et c'est là où vous avez vu, comme ce qui est en train de se passer actuellement avec la guerre États-Unis, Iran, Israël. Vous avez eu la flambée du prix de pétrole. Hein? Aujourd'hui, c'était encore hier quand je suis arrivé à la pompe et que j'ai vu le prix du carburant, hein, mes yeux ont failli sortir de leur orbite. Et ça a créé un problème en Afrique, dans beaucoup de pays africains. Ce fait-là de jouer avec le cours du pétrole aussi, hein, surtout de faire des fonds de placement anti-inflation avec le pétrole, ça fait que en Afrique et surtout au Togo, il y a eu un de ces problèmes. Je vous ramène rapidement vers les inondations de 2008. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Il y a eu de graves inondations en 2008 au Togo et le Togo, je suis tombé sur cet article-là qui a fait que grâce à ces inondations-là même, le gouvernement togolais, hein, dans leur comme ils sont experts dans cela, utiliser les désastres, les catastrophes naturelles, etc., etc., ils sont partis tomber sur les modalités de Naples. Je ne sais pas si vous en souvenez, Monsieur Distri. Et avec les modalités de Naples, ils ont pu, hein, se voir effacer une partie de la dette togolaise. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce qui s'est passé avec le FMI en cette période-là. Est-ce que vous avez... Oui, mais vous parlez des PPTE. Vous parlez des PPTE. Voilà, c'est l'époque. Voilà. Oui, c'est les PPTE. Voilà. Oui, c'est le Effectivement, ben, c'était la phase de négociation. C'est la phase de négociation. Tu sais, avant que le Togo n'arrive, ne reçoivent ce qualificatif de PPTE là. En fait, ça a commencé déjà en 2008. Hein. C'est déjà dès la fin de la crise de subprime que tout cela a commencé. Ils en ont profité aussi, hein, les gouvernements africains, pour dire oui, mais si notre dette augmente, c'est à cause de la crise, un peu comme ce qu'ils font aujourd'hui avec la crise Covid, avec ce qu'ils font avec la crise ukrainienne et aujourd'hui ce qu'ils vont faire avec la crise en Iran. À chaque fois, ils profitent de ça pour dire mais vous allez voir, nous on dépend beaucoup de l'importation, on doit normalement acheter beaucoup de dollars pour pouvoir acheter, donc on est obligé de s'endetter avec les taux d'intérêt qui augmentent, le prix qui augmente, le transport qui augmente et tout, donc on est obligé de s'endetter. Donc effectivement, dès 2008 déjà, le Togo avait enclenché cette cette procédure PPTE qui s'est conclue donc en 2010 où on a réduit la dette togolaise de plus de moitié. Effectivement, 392 millions de dollars. Hein. Alors moi, j'ai en tête les chiffres en CFA. On était passé de 1300 ou 1400, 1500 milliards à 750 milliards et quelques de dette publique. Donc, effectivement, les pays africains en ont profité, comme ils ont fait pour le Covid. Pourquoi les gens, vous avez arrêté de tapoter le lèvre là? Ils sont absorbés par ce qu'on dit. Ils sont absorbés par ce qu'on dit. Effectivement, en 2020 aussi, il y a eu beaucoup d'endettement, d'ailleurs les facilités élargies de crédit là qui étaient accordées au Togo, on en a eu au moins deux depuis, au moins une pendant la crise Covid. Hein. Je pense qu'on a eu près de 400 milliards de dettes, de prêts de la part du FMI, quelque chose comme ça, au titre de facilité élargie de crédit et qu'on a remboursé jusqu'en 2024. Est-ce qu'on a même fini de rembourser? Je pense même pas qu'on a fini de rembourser, qu'on en a repris un autre en 2024. C'est ça, non, mais de toute façon, ils ne vivent que grâce au crédit. Et j'ajouterais à cela, c'est en cette période-là même que Humbo est arrivé aussi, hein, si vous regardez la période 2008. Je crois qu'il a nommé Humbo septembre, rentrée 2008, hein, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ça, je sais. Gilbert Humbo. Mais voilà, ça n'a pas, lui, de toute façon, technocrate qu'il était, qu'il est plutôt, ça n'a pas matché. Ça n'a pas matché parce que l'ambition de Faure Gnassingbé, c'était de se servir de ces crises-là pour pouvoir s'enrichir et enrichir ses amis. Et ça a bien fonctionné.
Ça a bien fonctionné. On devrait aussi revenir sur les modalités de Naples, là, et ces accords. Oui, bon, ça n'a pas vraiment de rapport avec vraiment le Oui, sujet. oui, non, oui, Moi, pas aujourd'hui. Pas moi, aujourd'hui. moi, j'aimerais bien te poser une question. Quelle leçon est-ce que, au niveau africain, au niveau togolais, on peut tirer déjà de cette crise 2008? Où on a vu qu'il y avait, à cause du manque de régulation, les banques américaines faisaient n'importe quoi, qu'il y avait des sociétés d'intermédiation qui spéculaient à fond, qui vendaient des titres super risqués à des établissements bancaires partout, et que des établissements bancaires en Europe, en Afrique, aux États-Unis, enfin en Chine, mettaient l'épargne des ménages, investissaient l'épargne des ménages dans ces titres risqués, et que quand il y a eu l'éclatement de cette bulle financière qui était créée, tous ces ménages ont perdu leur économie et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut en tirer au niveau du Togo ou au niveau africain? Tout ça, c'est l'intermondialisation, la mondialisation, l'interdépendance qui fait que les pays africains, le pays. Oui, mais l'interdépendance, on ne peut pas y couper. Oui, on ne peut pas on ne peut vraiment pas y couper, mais la question, ça, il faut vraiment un autre regard économiste sur la chose, hein. Franchement, je n'ai pas d'idée là, parce que cette interdépendance là, moi, quand je me suis plongé sur la crise de 2008, le Togo surtout, à un moment donné, surtout après les inondations de 2008, où beaucoup de cultivateurs avaient perdu leurs marchandises. Il y a eu pratiquement 5000 sinistrés dans cette histoire-là. L'État togolais, déjà défaillant, ne pouvait pas apporter grande chose à cette situation et a utilisé plutôt cette situation pour aller s'endetter encore plus et voir sa dette diminuer. Moi, je ne... Mais je veux quand même rappeler quand même quelque chose, que même si il y a eu cette crise-là qui a impacté beaucoup de pays, la Chine a été relativement peu impactée par ce qui s'est passé. Oui. Et pourtant, la Chine était très exposée à la dette américaine, sachant que c'est les Américains c'est le gouvernement américain qui a racheté la plupart des actifs de ces banques risquées. Je veux dire, elle mettait en cause, enfin, la note même de la dette américaine a baissé à l'époque et tout. Mais la Chine avait quand même amorti le choc. La Chine, le Japon. La Chine avait investi environ 557 milliards de dollars, ce n'est pas rien, Voilà. pour pouvoir amortir les choses. C'est aussi énorme. Pas rien, mais sa globalité n'a pas. C'est pas rien. Voilà. Mais moi, ce que je voulais entendre la légende, c'est que on a parlé au début, mais vous avez peut-être pas retenu ça, mais que toute cette crise a été démarrée aussi, enfin a été accentuée par le fait que la Fed, la Banque centrale américaine, a joué sur les taux du dollar. Donc, est-ce que vous trouvez normal que la Banque centrale qui joue sur le taux du dollar aux États-Unis impacte ce jeu-là? Oui, la question, voilà, c'est la souveraineté monétaire, ça. C'est la souveraineté monétaire. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc, à un moment donné, il faut... Mais quand tu dis que la mondialisation ne peut pas y couper, il va falloir adopter le modèle de Sylvanus Olympio qu'il voulait mettre en place, où la création de sa propre monnaie indexée à nos matières premières. Ça aurait résolu la question. Oui, mais c'est pas n'importe quelle matière première, tu peux indexer aussi. Effectivement. Mais bon. Moi, à cette question, oui, je suis pas sûr. Hein. À cette question, c'était indexé à d'autres devises. Je sais même pas si... Arrimer à d'autres devises. Mais indexer, c'est différent. À cette question, moi, je dirais en fait que nous avons
c'est à partir de 2008 que vous aurez pu voir qu'en fait, le Togo n'avait même plus de banque propre à lui. Merci. On a toutes les banques qui ont été privatisées. Donc, il y a eu une privatisation à outrance qui a démarré avec cette crise-là. Et ça s'est accentué. On a vendu pratiquement tous nos bijoux. Voilà, avec des créances douteuses ou bien des créances, comment on dit ça? Oh merde, le terme technique, je m'échappe. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de commerçants qui ont perdu leur épargne dans cette affaire. Exactement, leur épargne dans cette affaire. C'est pas la période où, rappelle-moi, c'est pas la période où ils ont mis les biens de l'État togolais beaucoup de biens de l'État togolais. Ah non, dans le soukouk là, non, le soukouk, c'était bien après, c'était en 2000. D'accord. Et si vous permettez, je voudrais dire ceci parce que je vais y aller. Cette crise a fait du bien parce qu'on a, d'une manière ou d'une autre, supervisé les choses. Il y a le ministre de l'économie d'alors, de monsieur Hollande, j'oublie son nom, qui n'avait que 17 000 € dans son compte bancaire. On lui a posé la question. Il lui a dit, en fait, il disait que tout ce que l'huile détient, c'est en valeur, que ça soit en or ou en bien pouvant être, comment dirais-je, échangé sur des places boursières. Et parce que à ce moment précis, la population n'avait plus confiance aux banques. Et ça a amené aussi, si vous le remarquez bien, depuis 2008, une accélération du populisme et en fait, l'accession à certains postes clés des régimes fascistes. Voilà moi ce que je pourrais ajouter à cette crise immobilière et financière. Oui, Ça, je suis d'accord. Le populisme s'est accentué. Et tous les discours un peu nationalistes, c'est même là que ça a commencé. Hein. En Europe, beaucoup de pays voulaient sortir de l'euro, tout ça. Bref. Exactement. Tous ces ouais. Donc, les réformes, est-ce que les réformes entamées pour pouvoir juguler cette crise immobilière-financière a pu atteindre l'objectif? Moi, je ne le pense pas parce que les réformes ne sont pas allées plus loin. Oui, on a eu au total 6 réformes avec, par exemple, la supervision accrue des banques systémiques, création, c'est en ce moment qu'ils ont créé le CFFB et qui est l'encadrement des dérives. On a exigé des fonds propres renforcés et ratio liquidité. Pour aussi, on a aussi, il y a eu aussi ce que nous appelons la compensation centrale obligatoire du produit dérivé. Et enfin, on a un mécanisme de supervision unique et des résolutions uniques. Des résolutions uniques, c'est MRU. Le MRU. Donc, il y avait le supervision unique MSU et puis le MRU. Mais voilà. Je dis personnellement, je trouve qu'ils ne sont pas allés plus loin parce qu'ils savent s'ils voulaient réellement mettre les réformes en place, c'est-à-dire qu'on ne prête qu'aux riches. Et quand il y a ce genre de situation, c'est toujours le pauvre qui paye. Et c'est toujours en fait les plus pauvres qui ont payé, en fait, je peux dire les dérives des riches. Voilà comment moi je finis parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue plus pauvre et les États-Unis et l'Europe sont devenus de plus en plus riches. Vraiment, merci pour le panel. Je serai en bas vous écoutant. Merci. Merci. Merci, Africa. Je voulais répondre à une question de Kalia. Kalia disait avoir sa propre monnaie n'aurait pas amorti le choc. Bien sûr, mais c'est une partie de la réponse. Hein. Moi, j'avais posé une question, mais c'est une partie de la réponse. Bien sûr que ça n'aurait pas amorti le choc parce que ça ne suffit pas d'avoir sa propre monnaie. Il faut aussi réguler les banques, les investissements qui sont faits. En fait, ça va de pair. Si on a, en fait, je pense que c'est désormais le raisonnement qui a cours. C'est qu'avant, on pensait plutôt à une certaine autorégulation de l'activité bancaire, la main invisible, toutes ces histoires-là, cette théorie un peu, voilà. Et maintenant, on se rend compte que, en fait, si on ne régule pas l'activité bancaire et surtout l'activité
spéculative, investissement et tout, on risque d'aller dans le mur, quoi, parce que il s'est créé tellement de produits dérivés, très risqués, avec des établissements qui se sont affranchis totalement des normes prudentielles des banques traditionnelles. Aujourd'hui, vous avez plusieurs établissements financiers qui accordent des crédits. Vous avez des courtiers qui ne sont pas forcément des banques, mais qui peuvent accorder des crédits sur le marché financier. Donc, il est aujourd'hui important de... Moi, c'est un débat que j'avais eu en 2008 avec pur et dur, qui était contre la régulation de l'économie, totalement contre. Ah oui, non, il faut jamais réguler, il faut jamais adopter des lois contre, pour réguler l'investissement et tout, parce que le temps de la loi n'est pas le temps de l'économie. Plein d'histoires comme ça, et finalement on s'est rendu compte que non, que quelque part il faut quand même des règles, quoi, avant de spéculer, avant qu'un établissement ne se mette à jouer avec les épargnes des ménages. Il faut que cet établissement ait des fonds propres d'un certain montant. Voilà. Les Keynésiens le disent aussi bien. Hein. Les Keynésiens le disent si bien. En fait, il faut laisser le marché se réguler, parce qu'on a... Voilà, il y a un autre économiste qui parle de la main invisible qui régule le marché. En fait, la main invisible, en fait, c'est tant qu'il y a... Ça, oui, ça fait conjuguer de l'inflation. Exactement. Ouais, de l'offre et de la demande. De l'offre et de la demande. Donc, mais en même temps, lorsque un État ou bien une confédération d'États prend des lois contre nature, contre le marché lui-même, parce qu'on a un problème à réguler. Normalement, derrière, lorsque le problème est réglé, on est obligé, en fait, une refonte de cette loi. Mais tant qu'on laisse perdurer cette loi, ça dérègle le marché sur une longue période. C'est juste ce que je voulais rajouter. Merci. Non, mais c'est vrai, mais c'est un débat. Hein, c'est un débat. Ce que tu dis là, moi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un débat. Et maintenant, longue période, tout est relatif. Qu'est-ce que tu appelles longue période? On n'a jamais régularisé, les États-Unis n'ont jamais régulé leur activité financière entre 1929 et 2008. C'était quoi? C'était 50 ans ou plus de 51 ans? Non, je sais pas. Ça fait combien? Dites-moi là. Donc bref, après il y a eu pas mal de crises entre-temps et tout, mais aujourd'hui, en 2008, on a essayé de réguler. Est-ce que ça a empêché d'autres crises? Ça n'a pas empêché d'autres crises. Et puis, moi, je pense qu'en fait, il faut un juste milieu. Comme tu le dis, il faut certes réguler, mais il ne faut pas réguler longtemps ou de façon définitive. Voilà. Il faut aussi que les législateurs ne s'assoient pas sur leur chaise et puis attendre que les choses se passent. Il faut aussi maintenant que les législateurs commencent à lire des analyses économiques, des analyses prédictives, à se demander, oui, si on fait ça, ça va donner quoi? Si on fait ci, ça va donner quoi? Donc, moi, je sais pas contre ce que tu dis. Il faut pas... Il faut pas déréguler. Il faut faire ce qu'il veut, tout et n'importe comment. Au moins, il faut avoir des règles pour encadrer le marché financier. Sinon, exactement. C'est dire à tout le monde, faites ce que vous voulez, et tout le monde peut s'amuser avec l'argent des pauvres citoyens. Comme le dit Kalia, c'est cette fameuse main invisible qui creuse aussi les... Être un peu économiste. Voilà. Il faut que les politiques réfléchissent de façon, comme des économistes aujourd'hui. Je suis désolé, mais on ne peut plus faire sans, quoi. Là, en Iran, ce qui se passe, il y a une route commerciale qui est en train d'être coupée totalement. Si il n'y a pas des économistes ou bien les politiques ne se mettent pas à table pour réfléchir sur les incidences de la coupure de cette route commerciale à court, moyen et long terme, putain, mais on va être là, on va subir les chocs. On va ne faire que subir, se plaindre et encore courir pour aller prendre des prêts à des taux pas possibles. Je te jure, avec le carburant là qui prend... Voilà, pour soi-disant amortir le choc. Vous voyez?
Parce que eux, ils ont des mécanismes pour amortir le choc. Vous avez vu la France la dernière fois, ben, ils ont débloqué des réserves. Eh oui, voilà, ça c'est des politiciens qui réfléchissent. Voilà. On a des réserves stratégiques de 50 ans. Dans certains, voilà. Certains, voilà. De 50 ans. Au Togo, est-ce qu'on a une réserve même? Est-ce qu'on a même une réserve de carburant? Est-ce qu'on stocke au Togo? Est-ce qu'on stocke? Bref, là, mais c'est passionnant comme sujet, mais on va arrêter là. On va arrêter là. Merci, Kalia, pour la contribution. Voilà, Talia nous dit, Talia nous dit, je suis pour un encadrement strict de l'activité des marchés financiers. Mais ça, si tu dis ça à un économiste chevronné, si tu vas dire ça à quelqu'un qui est dans une salle de marché, ben, il va te tomber dessus. Il va te dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est exactement comme ça que fonctionne le capitalisme et qui fait que contre toute régulation. Ouais, on sait que les États-Unis sont le plus grand État capitaliste du monde. Donc, on comprend. Bon, allez, on passe à autre chose. Rapidement, s'il te plaît. C'était en quelle année cette affaire-là de la Société Générale? Voilà. On n'a plus assez de temps, donc on va... Kerviel, c'est pareil, c'était en 2009. Non, c'est 2009. Je pense que c'est 2009, affaire Kerviel. Attends. Oui, parce que lui aussi, il avait eu la main légère, il a aussi la peau longtemps. Il a exposé la Société Générale à plus de 100 milliards. Je ne sais pas s'il a tout payé maintenant. Oui, c'était pas loin. Hein. Est-ce qu'il y a pas eu, il y a eu même des financiers qui se sont... ah non, c'est 50 milliards. Oui, c'est 50 milliards, à hauteur de 50 milliards. Ah ouais, c'est 50 milliards qui avaient engagé en bourse. C'était en 2008. C'était en 2008. Ouais, 2008. La Société Générale, c'était l'une des premières sociétés françaises qui avait commencé à avoir des problèmes avec cette affaire-là. Mais la crise même a commencé en 2007, non? Ok, on va en apprendre encore sur les multinationales qui travaillent au Togo. Ça, c'est un document précieux. Yeah, ouais, à toi la parole. À toi le standard. Il y a quelqu'un qui est monté. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice. Hein. On va faire un petit exercice. Hein, puisqu'on va parler des multinationales qui travaillent au Togo, qui fonctionnent au Togo. Voilà, partagez le live, hein, les Togolais. Voilà, quand on parle de l'économie sur le plan international, vous fuyez les sujets, vous fuyez les lives. Voilà, maintenant on est sur le Togo, on va parler des multinationales, les entreprises, en gros, les entreprises qui interviennent au Togo, voilà, qui exercent leurs activités au Togo. C'est ça, on va les aborder dans le domaine du transport, agroalimentaire, bancaire, voilà, etc., etc. Donc, partagez le live, venez voir ce qui se passe, parce qu'il y a des choses que vous allez voilà, découvrir tout à l'heure. Et c'est très important pour tous les Togolais. Voilà, partagez le live à vos amis. À vos frères pour qu'ils viennent ici. Ça c'est très important. Déjà, je vous dis, ça c'est un rapport. Hein. Déjà, c'est... Attends, hop, voilà. C'est un rapport, vous voyez, c'est un rapport de 2007, qui est sorti en septembre 2019, qu'on va aborder là. Après, je vais partager le rapport avec vous dans le canal Telegram. Hein. Ça serait disponible dans la chaîne Telegram. Dans la chaîne Telegram, vous pouvez avoir accès et lire aussi et documenter là-dessus. Déjà en commentaire, déjà en commentaire, est-ce que vous avez déjà le nom d'une entreprise, un multinational au Togo, qui intervient dans le domaine agroalimentaire, le nom d'une entreprise que vous connaissez quoi? Voilà, multinationale qui a une filiale au Togo, voilà, qui intervient
Dans le secteur agroalimentaire, est-ce que vous en connaissez? Dans le secteur agroalimentaire, si vous en connaissez, mettez ça en commentaire, on va voir. Moi, j'essaie de voir. Est-ce qu'il y en a en commentaire? Pour le moment, je n'ai pas vu de commentaire là-dessus. Quelqu'un dit Olam. Quelqu'un qui dit Oliam. Olam intervient dans quel domaine? Dans quel secteur? Oui, quoi encore? Champignons. Oui, champignons. Oui, quelle entreprise encore, mais quelle multinationale que vous connaissez encore? Quelqu'un dit coton, je pense. Alors, avant d'arriver là, déjà, il y a la Chambre du commerce et d'industrie du Togo qui, déjà en 2015, voilà, qui nous informait qu'il y avait déjà 3700 entreprises au Togo, y compris les multinationales. Il y a 70,4% dans le commerce, 22,64% dans les services et 5,78% dans les mines, les industries, le BTP. 1,17% dans le secteur agricole. Ça, c'était les chiffres de 2015. Je suis allé sur le site de la Chambre de commerce et de l'industrie du Togo. Et ils ne produisent même pas de rapport. Je ne sais pas ce qu'ils foutent là. J'ai fouillé dans le site. Je tombe sur des choses complètement inutiles, quoi, nulles. Voilà, je ne vois rien du tout. Moi, je cherche des rapports, des trucs où je peux avoir les données, voilà, des données actualisées sur on est en 2026. Voilà, malheureusement, il n'y a rien sur le site. Je n'ai rien trouvé de concret sur ce site-là et pour pouvoir actualiser ces données-là. Donc, en gros, ça, c'est un. Deuxième chose, Farm Milk. Hein, le Farm Milk. Est-ce que ceux-là qui vous buvez du fond, non? Hein, les Togolais, ceux qui sont en commentaire, sûrement que ceux qui ont fait Togo, quelqu'un déjà bu, voilà, acheté du fond, voilà. Et quel type de fond vous buvez? Hein, mettez le nom en commentaire. Quel type de fond vous buvez quand vous êtes au Togo et tout, tout, tout. Hein, voilà, ceux qui sont au Togo, voilà. Même si vous êtes dans la diaspora, hein, sûrement que, voilà, un jour vous avez acheté du fond, que vous avez bu. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Ça ne tapote plus, ça ne partage plus. Tapotez, s'il vous plaît. Et répondez également à la question. Sur Farm Milk. Oui. Dango, voilà. Il y a quelqu'un qui dit Dango. Hein? Dango et quoi encore? Quel fond aussi? À part Dango, quoi encore? Fan Piwata. Il y a Fan Piwata aussi. Ça, je ne savais pas. Fan Milk n'est pas un produit du Togo. Ou bien Choco, Fan Choco. Il y a Fan Choco, Dango, oui. Fan Milk est actuellement au Ghana. Fan Extra, oui, Fan Extra. Vanille. Voilà, voilà. Voilà, très bien. Maintenant, la question que je vais vous poser. L'entreprise de Fan Milk là, appartient à qui, selon vous? Hein, l'entreprise là. Hein, nous tous, on a bu du fond, hein, on a acheté du fond, on a bu. Voilà, la question, c'est que l'entreprise du fond là appartient à qui? À gros, si on Eh bien, achète vous du allez fond. des choses hallucinantes ce soir, aujourd'hui, là. Hein. Franchement, vous allez halluciner. Ouais. Ouais. Le fonds Milka, ça appartient à qui? Quelqu'un dit ça a été vendu. Mais ça appartient, selon vous, ça appartient à un Togolais ou bien pas un Togolais? De fou, les Togolais. En gros, c'est-à-dire que quand on donne notre argent, hein, quand tu achètes du fond, tu donnes de l'argent. L'argent là va chez qui? Qui reçoit ça? Est-ce que c'est un Togolais? Selon vous, c'est qui? Est-ce que vous avez une fois posé la question à savoir? C'est ça quoi, c'est ça au fait le sens de la question. C'est très important qu'on fasse cet exercice-là aujourd'hui. Il n'y a pas que Fan Milk. Hein. Il y a quelqu'un qui dit que je sens que ça va me faire mal au cœur, la réponse. Kalia.
Euh, les gars, bah, Racine qui me dit que je pense que c'est un étranger. Ah, Quelqu'un qui dit qu'il y a devant Nyasingbe. Quelqu'un non, qui mais dit là, qu'il y a ça un s'emballe. Libanais, si Non, j'ai ça le droit s'emballe. de Ça voir. s'emballe. Non, ça s'emballe là. Non, mais on peut leur donner la réponse. C'est pas, non, ça s'emballe. Mais ça va pas Titre, avant jusque-là. de donner la réponse, j'ai une autre question. Vous prenez la bière aussi au Togo, non? Vous Vous savez, prenez la oui, ça, je bière. pense que beaucoup de personnes savent. Ah oui, ils savent ça? Ok, bah, ça serait bien. Oui, Hein. je pense que beaucoup de personnes savent. Vas-y, Bébé, vas-y, bébé, la donne-leur la brasserie. réponse. Hein. Non, non, mais vous savez à qui ça appartient, bébé Lomé? Bébé Lomé. Bon, après, Et quelqu'un qui dit Ingrid Diamant. la CNSS non pas Ingrid Awadé, mais la CNSS est actionnaire de bébé Lomé. On a trouvé cette information-là lors de donc là, vas-y, balance. Ah. Ah, c'est grave. C'est grave, Voilà, vous grave ce qui se avez passe. devant vous. Je pense que la bière, c'est pour il y a les actionnaires français dedans, non? En l'occurrence, Monsieur Castel, non? Qui fait un peu dans le vin et autres. Il n'est pas belge? Belge, non? Plutôt français, je pense. Partagez le Monsieur live. Castel. Partagez le live. Je sais pas, mais je sais qu'il y a un certain Monsieur Castel quand même. Ils sont suisses. Ils sont suisses, ou alors ils vont suisses. C'est pas Barère. Non, C'est chez qui? Il y a du bruit chez quelqu'un là qui ferme vos micros, s'il vous plaît. Voilà, les gars, vous voyez le tableau. Est-ce que vous voyez très bien ceux qui sont en commentaire? Est-ce que vous voyez bien ce qui est affiché? Est-ce que vous arrivez? Je pense qu'il faut Vous zoomer voyez un très peu. bien? Il faut zoomer. Il faut zoomer. Alors, je pense que zoomer. Oh, si juste, je zoome, tu peux zoomer juste sur la partie. Ah ouais. Oui, ça Juste va sur la se partie. Ben, est-ce que si on voit juste la colonne où il y a les propriétaires, c'est bon? c'est Je viens de zoomer, hein. Ça va ou bien? ouais. Bon, là, c'est bon, t'inquiète, vas-y. Donc, vous voyez un petit peu, vous voyez le tableau qui est affiché devant vous. Voilà, vous avez Nyoto, nouvelle industrie oléagineuse du Togo. Et voilà, vous achetez Nyoto, non? Hein? Ah, il y a fait ceux qui disent qu'ils ne voient rien. Ah oui? J'essaie de faire... Zoom sur les 4 premières colonnes. Zoom et puis tu déplaces sur les 4 premières colonnes. C'est ça qui nous intéresse surtout. Quoi. Attends, je vais voir. Je fais ça. Zoom 2 fois. Tac, tac. Non, c'est trop, non, c'est Voilà. C'est bon? Là, c'est bon. Tu peux zoomer encore un peu. Encore. Voilà. Là, c'est Voilà, bon. là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. C'est bon, Comme vous ça, tu voyez? fais. Ouais, c'est bon. Ouais. Bon, ceux qui sont en bas, si, je crois Ceux qui qu'ils sont ont- en commentaire, est-ce que vous voyez? Voilà. Ok, c'est bon. Vous voyez? Myoto. On avait tous acheté Myoto quand on était au Togo, non? Bon, même actuellement, on continue à acheter. Et l'argent, ça va chez qui? Là, on nous voit dans ce rapport que, voilà, Myoto appartient déjà à la France, au groupe Géocoton Advance. Voilà. Vous voyez? Myoto, voilà. Il y a qui en commentaire n'a jamais acheté Myoto. Voilà. Vous voyez, vous prenez quoi encore? Si vous prenez la Société des Grands Moulins du Togo. Société des Grands Moulins du Togo. À chaque fois quand vous prenez les choses avec le nom du Togo, dans votre imagination, mais dans votre imaginaire, vous allez croire que ça appartient à un Togolais. Parce qu'à la fin, on dit Société nouvelle industrie oléagineuse du Togo. Donc, pour toi, Mais c'est un Togolais qui a la tête. Mais c'est même pire que ça. On croit que ça appartient à l'État togolais parce que Bon. c'est quand même les sociétés qui
sont censés acheter, comment ça s'appelle, les matières premières chez les agriculteurs, quoi. Ça, enfin, on se dit que c'est une société étatique. Oui, non seulement on se dit ça, mais tu sais aussi, Si tu veux, on voit nos frères aussi travailler là-bas. voilà, mais oui, Et mais on c'est, croit que on ça se dit que, appartient à nos frères, quoi. voilà, mais c'est Myoto qui achète le coton par exemple, c'est Myoto, non? C'est ça, non? Ou bien Sotoko? Nyoto. C'est Nyoto qui achète le coton chez les agriculteurs de coton dans le nord du pays. Donc, c'est eux qui fixent le prix. Vous voyez un petit peu? Voilà, on a la Société des Grands Moulins du Togo qui n'appartient pas aux Togolais. Ça porte le nom à croire que ça appartient aux Togolais. On a Fan Milk qui n'appartient pas aux Togolais. Mais quand on est tous petits là, même en étant grands aussi, on a acheté de Fan Milk, Fan Choco, Fan, voilà, tous les noms que vous avez donnés tout à l'heure. On a acheté tout là, on était contents. Mais c'est que le problème derrière, c'est que l'argent, ça ne va pas, ça ne rentre pas dans la poche d'un Togolais. Ça rentre directement dans la poche d'un Français. C'est ça aussi là, c'est ça la réalité. Et il n'y a pas que Myoto, c'est GMT ou bien Famille. Ce n'est pas encore fini. Je vais essayer de monter ça un petit peu, vous allez voir. Hop. Oui, donc c'est c'est NSCT hein, qui rachète la production de coton. Donc, on pense que Myoto achète d'autres productions, mais c'est NSCT qui achète. Mais NSCT là, est-ce qu'on a le propriétaire? Oui. Et là, vous voyez encore, même bébé Lomé, bébé Oui. Kara. C'est pareil, hein. On prend la bière, on achète, comment, c'est Peace, non? Peace, Laja, et quoi encore? Castel, Guinness, on achète toute la bière, Coca-Cola, tout. Alors que, voilà, ça, rien n'appartient à aucun Togolais, quoi. C'est-à-dire qu'on fait de l'argent à un étranger. Et ça appartient au groupe BGI, filiale du groupe Castel, qui est implanté au Togo. Et vous avez encore Bébé Lomé, Bébé Kara. Et non seulement, il y a un deuxième bébé qui appartient, mais cette fois-ci aux Américains. Amérique, Atlanta, USA, Coca-Cola Company. En gros, on a bébé Lomé, il y a un bébé Lomé, un bébé Kara, bébé O Vital qui appartient au groupe Castel, il y a un deuxième bébé Lomé, bébé Kara qui appartient à Coca-Cola Company. Non, mais je ne pense pas qu'il y ait un deuxième. Je pense que c'est les mêmes, mais les deux sociétés sont actionnaires de cette. Sont actionnaires. Je ne sais pas pourquoi ils ont classé ça comme ça différemment. Je ne sais pas trop. Ouais, non, mais c'est parce que les deux. C'est marqué filiale présente au Togo. Les deux doivent être actionnaires. Ouais. Filiale, ça veut dire qu'elles sont ces sociétés françaises. Oui, mais la société française et américaine font partie du même groupe, peut-être? Elles ont le... Non, elles ne font pas partie du même groupe, mais elles détiennent peut-être concurremment des parts de ces sociétés-là. Mais ce n'est pas normal que Bébé Lomé soit aussi bien filiale de Coca-Cola et en même temps filiale de BGI. Ah oui, c'est ça. En tout cas, donc je pense que l'explication, c'est que les deux grosses sociétés-là sont peut-être à eux deux les actionnaires principaux majoritaires de ces bébés. Oui, c'est ça, ça doit être ça. Les actionnaires principaux, oui. Voilà, nos frères, vous voyez, ça c'est, et ce n'est pas encore fini, hein. Et quand vous voyez encore, vous allez voir Hôtel Ibis, hein, vous voyez, il y a Hôtel Ibis, hein, pareil, qui appartient au groupe Accor. C'est-à-dire que quand vous prenez le secteur agroalimentaire, c'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de Togolais qui domine un secteur, ce secteur-là, on va dire que, voilà, et tout ce qu'on vient de citer, Milk, Nyoto et tout, bière et tout. Alors que la bière, c'est la boisson
la plus consommée hein, que soda billet, tout hein. Ce sont des boissons qui sont le plus consommées au pays. Comment se fait-il que... Moi, je me pose la question. Hein. Voilà, tout est là, tout est entre les mains, l'économie même, quoi, entre les mains des étrangers. Entre les mains des étrangers. Ça, c'est le secteur agroalimentaire. Vous allez voir tout à l'heure quand on va aller dans les autres secteurs, hein, que ce soit le transport ou encore dans la banque, vous allez voir que, bah, en fait, au Togo, là, rien du tout ne nous appartient, quoi. Rien. Rien, on ne va pas dire, on va prendre un tel secteur pour nous dire que, voilà,